Il est l'heure des informations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. Les assemblées générales des partis politiques guinéens au cœur de cette édition d'information. Vous aurez les détails avec nos reporters déployés. Et puis la Guinée occupe la poule B avec le Nigeria, le Madagascar et le Burundi après le tirage au sort de la CAN Égypte 2019. Quelle chance pour le Sili national à suivre également. Enfin, en interactualité, la fin de son asile politique aura tout changé. Le cofondateur de Wikileaks doit à nouveau faire face à de nombreuses accusations au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suède. Voilà les titres, les détails, c'est dès après la transition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. À travers l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel, l'État annonce la mise à disposition très prochaine du centre hospitalier d'Onka, mais au-delà, plusieurs autres nouvelles qui s'inscrivent dans le cadre du développement des secteurs socio-économiques du pays ont été égrenées ce samedi au siège du parti présidentiel. Suivez. Dans le domaine de la santé, première bonne nouvelle, l'inauguration très bientôt de l'hôpital national d'Onka, qui est devenu un hôpital international de référence avec les meilleurs équipements des dernières générations. Maintenant, l'État a pris la décision de dégager et de dégarpir la zone de la minière, les occupants illégaux qui sont là, parce que la décharge a été créée en 1980. Donc, la décharge va être libérée très bientôt et le coin va être repris et modernisé pour la santé des Guinéens. De Kissoso jusqu'à Taneri. Donc la route qui passe par chez Kouyaté, la route là sera, à partir de la semaine là, les travaux ont déjà commencé. On va faire tous les caniveaux et puis mettre le goudron sur toute la route pour faciliter la circulation d'abord. Après la décision de construire un centre de Mamaya moderne à Kankan, près de la piste, le ministère de la Culture vient d'obtenir 4 hectares sur le plateau de Koloma pour construire un palais international de la culture pour les artistes et pour la culture. Parlons toujours politique quant à l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le compte-rendu du dernier voyage de Cellou Dalein Diallo et la question du 3e mandat était au cœur des débats lors de son assemblée générale de ce samedi. Je vous propose un extrait de différentes interventions de l'assemblée générale. Alors, il est important de mentionner également que le président Cellou Dalein Diallo a rencontré de nombreuses personnalités dont les voix comptent sur la scène africaine et sur la scène internationale. Il a rencontré plusieurs opérateurs économiques, dont l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, le magnat nigérian, l'industriel nigérian du ciment et du pétrole, Aliko Dangote. Maintenant, pour le 3e mandat, honnêtement, moi, je vais passer la journée avec ça. Je vais me promener à travers la ville. Ce que je vous demande, c'est de faire des t-shirts. Dire 3e, vous portez, vous allez en ville. Vous faites des banderoles. Faites des banderoles. Affichez vos banderoles. Si on descend vos banderoles, vous descendez les banderoles de pyromanes. Le peuple de Guinée, la Guinée nous appartient. Quelqu'un peut nous intimider ici? Si tu veux un 3e mandat, c'est ton problème. Nous ne voulons pas de 3e mandat, nous allons manifester. Et puis du côté de l'Union des forces républicaines, l'Assemblée générale était axée sur la restructuration du parti, l'immigration clandestine, mais aussi sur le projet de nouvelle constitution. Suivez. Selon l'immigration, il y a 13 000 jeunes Guinéens qui sont en train de mourir. C'est le premier pays en Afrique subsaharienne. Nous sommes le 2e pays demandeur d'asile en Europe, dans l'Occident, après l'Afghanistan. Je vous demande humblement d'être guinéen, de ne pas être pour un homme, d'être pour la Guinée. C'est ce que je demande aux Guinéens, aux citoyens, alors de se mettre en rang pour empêcher ce qui doit arriver là, ce qu'ils ont envie de faire de la Guinée. Ce coup d'État constitutionnel, que cela n'arrive à notre pays. Et c'est là où j'en parle à toute la corporation, tous ceux qui sont
épris de paix et de justice, de se mettre en ordre de bataille. Autre registre de l'actualité, l'occupation anarchique des domaines publics maritimes inquiète plus en Guinée. La menace reste énorme. Si rien n'est fait, des risques environnementaux sont réels, d'où cet appel à la responsabilité de tous. Aliou Diallo pour le constat. Faut-il occuper la mer avec toutes ces conséquences qui ne favorisent pas une meilleure vie pour les citoyens? La question est aujourd'hui sous les lèvres de plusieurs observateurs. Le long de cette mer qui entoure la ville de Conakry est agressée du jour au jour. Ici, travaillent des individus. L'objectif est de remplir cette partie de mer pour construire. De ce côté de l'Ambagny, juste sur la corniche nord, des chantiers sont ouverts partout. Soubassement et certaines indications sont visibles. L'agression de cette mer qui devrait être protégée contre tout effet n'est pas sans conséquence. Le constat est amer. La ventilation naturelle qui devrait venir de là n'a plus d'impact. Cette construction anarchique et incontrôlée est l'une des causes du réchauffement climatique. La chaleur dans les maisons se fait sentir à chaque étape de la journée ou de la nuit. L'environnement est menacé. La mer est repoussée chaque année. De ce côté, par exemple, c'est un terrain de football qu'on retrouve. Cette route n'existait pas, mais elle est le résultat de l'action de l'homme sur la mer. Face à cette situation, certains citoyens qui se sont exprimés sous anonymat accusent l'autorité d'être responsable. Pour eux, aucune action de l'homme ne peut être entreprise sans leurs autorisations. En attendant de freiner ces actions de construction, la mer, quant à elle, continue de subir tous les jours. Sport à présent, 18e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel. Le premier actuel leader de ce championnat a confirmé sa très bonne forme ce vendredi face au satellite de Guinée. Le Santba FC s'est imposé sur le score de 3-1. Suivez à présent les réactions des deux entraîneurs. Oui, très déçu parce qu'on commence le match et puis je crois qu'on a fait beaucoup de cadeaux. Dès le début du match. Donc on prend 3 goals en première mi-temps. La mi-temps, c'était 3-0. Vous savez, en tant que technicien, je ne crois pas trop au miracle. Et je savais que le match était plié à 3-0. Bon, d'abord, on a confirmé la victoire d'abord. Tactiquement, l'équipe a bien joué. Surtout au niveau de la défense et au niveau des offensifs. Je vais féliciter les enfants. Vous savez que nous sommes une équipe promise. Ce n'est pas facile à gérer pour le moment. Notre objectif, c'est de maintenir. Pascal, Jeanine, Pascal, Afroriel, Pascal, Bling, Hess, Patrick sont 4 experts qui séjournent dans la capitale guinéenne. L'objectif de leur présence consiste à renforcer la capacité des formateurs guinéens détentrices de la licence B et C. Suivez. Nous venons de boucler les 33 préfectures de la Guinée plus 3 sous-préfectures. Nous avons recensé énormément de jeunes qui ont été détectés et sélectionnés, et ceci, il faut les encadrer. On ne peut pas les laisser encore dans les mains de ceux qui ne maîtrisent pas la science du sport, et c'est pourquoi tout est lié à ça. Cela veut dire que les éducateurs qui vont s'occuper de ça à la base dans les différentes préfectures, s'ils n'ont pas une bonne formation, je ne pense pas qu'on puisse aboutir à un résultat concret. Vous savez, j'ai toujours dit que si vous n'avez pas un bon maître à l'école primaire, vous ne pouvez pas accéder à l'université. Mais si vous avez un bon maître, c'est sûr et certain que vous pouvez faire quelque chose sur le plan intellectuel. Au cours de la formation, on va essayer de donner certaines informations aux futurs entraîneurs qui pourraient rentrer dans les pôles guinéens, et notamment en termes de construction de séances, parce que c'est très important pour eux de savoir organiser les choses, surtout quand on a affaire à des plus jeunes, parce que là, ça va s'adresser à la formation, à des jeunes joueurs. Et donc, on va essayer de les structurer dans la tête, savoir qu'une séance, les bonnes séances, c'est pas n'importe quoi, ça se fait pas au dernier moment, ça se prépare, et on doit avoir des objectifs précis pour que l'évolution des jeunes enfants, à tout âge, se fasse le mieux possible. Je vous le disais, dans les titres, Nigeria, Madagascar, Burundi sont les prochains adversaires du Sidi national de Guinée pour la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Abdoulaye Momo Fofana signe ce reportage.
La Confédération africaine de football a procédé ce vendredi au tirage au sort de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire, capitale égyptienne, qui abritera la dite compétition. Le Sili national de Guinée hérite d'un groupe homogène composé du Nigeria, le Madagascar et le Burundi. Bon, mon impression par rapport au tirage au sort, avec le sourire, mais il faut relativiser la joie. Parce qu'on a l'impression que c'est le Nigeria et la Guinée qui vont faire le jeu, mais je ne pense pas. À cette étape de la compétition, il faut que toutes les équipes soient respectées. Moi, je pense que la Guinée doit pouvoir mettre plutôt le sérieux, doit pouvoir prendre en considération la valeur des autres équipes, toutes les équipes qui composent la poule. Pour ces observateurs, les Super Eagles du Nigeria restent le grand favori de cette poule. Le Nigeria est le favori, c'est vrai, mais la Guinée, pratiquement, quand on regarde ces deux formations, il n'y a pas assez d'écart entre ces deux formations. Le Nigeria, depuis 2015, je pense bien, a quitté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un tirage du moins qui est abordable sur le papier en vue des équipes qui la composent, puisque nous nous retrouvons avec Madagascar qui en est à sa première participation et le Burundi qui revient dans cette compétition avec le Nigeria qui a remporté 3 fois de suite la CAN. Si le groupe de la Guinée reste jouable selon ses observateurs, certaines poules comme le D, composé du Maroc, de la Côte d'Ivoire, Sud-Afrique, restent très relevées. Le groupe C, composé du Sénégal, Algérie, Kenya et Tanzanie est aussi considéré comme une poule compliquée. La première sortie du Sili national au compte de cette CAN est prévue le 22 juin contre le Madagascar. L'actualité sur le continent moins de 24 heures après sa nomination à la tête du Conseil militaire de transition au Soudan, le général Ibn Auf a démissionné à la surprise générale vendredi soir. Il a été remplacé par l'ancien chef d'état-major Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, une personnalité plus consensuelle. Abdel Fattah Abdelrahman n'est pas connu du grand public. Le nouveau chef du Conseil militaire annonce déjà la levée du couvre-feu et promet également d'éliminer les racines de l'ancien régime. Il ordonne la libération des manifestants emprisonnés et promet de faire juger ceux qui ont tué les manifestants. Il assure aussi que la période de la transition ne dépassera pas 2 ans et annonce qu'un gouvernement civil sera formé après les consultations. Notre zoom de la semaine nous envoie au Cameroun. Circuler à Badjam relève d'un parcours de combattants, passagers et chauffeurs tirent le taureau par les cornes pour arriver à destination. Une situation qui provoque la colère des usagers. Ils pointent tous du doigt les autorités. C'est un reportage signé Aminata Keita. Nous avons marre de ce genre de route. Il faut l'apport du gouvernement pour que nous soyons en paix. T'es en chantier depuis quand? Depuis quand? Depuis combien d'années? Aidez-nous. Nous souffrons trop ici à Badjam. Bouddha, la route Badjam-Bouddha, ça ne va pas. Ces cris de cœur des habitants de Badjam au Cameroun. Ils pointent tous du doigt l'État. Parcourir une distance de 6 km relève d'un véritable casse-tête sur les usagers de la route. C'est comme 6 heures de temps pour parcourir 6 km. On souffre. Allez. Que le gouvernement nous aide. Ça ne va pas. Cet usager énumère les difficultés auxquelles ils font face. Je sors comme ça de Bangang. Regardez la tournevis pour retirer la bourse sur la moto. Depuis Bangang jusqu'à pied. Vous voici. Regardez la route. L'état de la route. Les voitures. On n'arrive pas à circuler. Il n'y a pas la route. Plus loin, un autre au volant de sa voiture dans le bourbier ironise le gouvernement. C'est quel gouvernement d'abord ça? Regardez comment on souffre, regardez la voiture. C'est mauvais. Depuis 2003, la route Badjam est impraticable. Une situation délicate qui interpelle les autorités en charge des travaux publics du Cameroun. Malgré la discrimination, des jeunes pygmées du Congo prennent leur destinée en main sur les bancs de l'université de Brazzaville. Ils sont nombreux à braver les préjugés de la société pour accomplir leurs rêves. Un objectif plein d'embûches. Mariamba pour le récit. Discriminés sans ressources, malgré ces obstacles, ils ont réussi à aller à l'université de Brazzaville en République démocratique du Congo. Malgré cet effort, les étudiants pygmées sont mis à l'écart. Karine étudie un master de droit et milite pour sa communauté. On se retrouve tous
On ne connaît pas les origines ethniques. Dès qu'on remarque seulement, ah, ça c'est une autochtone. En ce moment-là, il y a les gens, en fait, le regard que les gens te portaient, ça change du coup. C'est la considération que les autres avaient envers toi. Du coup, ils ne peuvent plus te considérer parce que, comme ici au Congo, les autochtones sont considérés comme des sous-hommes. Les pygmées mesurent environ 1,50 m. Ils sont appelés autochtones au Congo-Brazzaville car ils sont considérés comme étant les premiers habitants de la région. On rencontre environ 500 000 en Afrique centrale, mais leur mode de vie n'est pas toujours bien compris. Ils ont leur culture bizarre, ils taillent des dents, ils mangent des trucs bizarres, tu vois. Des insectes, et des insectes et des plantes que nous on ne mange pas à la cité, eux d'abord, eux ils mangent ça, donc du coup ça fait un peu peur, leur connaissance de la nature. Avec l'extension des routes et des villes, de nombreux pygmées ont quitté la forêt où ils vivaient de chasse et de cueillette. Dans ce camp à 7 heures de route de la capitale, ils travaillent pour les Bantous. Ils constituent aujourd'hui une main-d'œuvre bon marché pour le reste de la population congolaise. Nous, on en vend seulement les feuilles, les mfumbu. Donc, nous, on ne fait pas le manioc. Si on fabrique le manioc, les Bantous, on ne peut pas manger pour nous. Le gouvernement congolais lutte pour la discrimination dont les pygmées font l'objet, mais il préfère insister sur l'intégration des populations autochtones dans la société plutôt que sur la préservation de leur vie en forêt. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la santé, sur l'éducation. Il y a pas mal d'écoles qui sont créées par les sociétés forestières, par les ONG, par le gouvernement aussi, pour élever le niveau éducatif des autochtones. Et puis c'est par l'éducation aussi que demain, ils seront plus influents dans la prise de décision. La route est encore longue avant de voir les habitants et les mentalités changer. Pendant ce temps, les pygmées continuent de souffrir de ségrégation. L'Équateur a décidé de mettre un terme à l'asile politique accordé à Julian Assange. Le cofondateur de Wikileaks a donc été arrêté par la police britannique à l'ambassade équatorienne de Londres. Il a été interpellé ce jeudi et jugé dans la journée pour ne pas s'être présenté à la justice britannique en 2010 et d'avoir violé les conditions de sa liberté sous caution au Royaume-Uni. Alpha Bakar 5 Diallo pour les précisions. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été reconnu coupable ce jeudi par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire quelques heures après son arrestation par la police de l'ambassade d'Équateur à Londres où il était réfugié depuis près de 7 ans. L'Australien de 47 ans a été arrêté en vertu d'une amende d'extradition américaine pour piratage informatique qui sera examinée au cours d'une prochaine audience le 2 mai et d'un mandat délivré en juin 2012 par la justice britannique pour non-présentation au tribunal un délit passible d'1 an de prison. Mais il va contester et combattre la demande d'extradition américaine, a déclaré à des journalistes son avocate Jennifer Robinson à l'issue de la comparution de son client devant un tribunal londonien. C'est la fin de cette édition d'information qui vous a été présentée par toute l'équipe technique et rédactionnelle du groupe Star 20 ans TV. À tous, merci de l'attention. Excellente suite de programme de notre compagnie. Bonsoir à tous.